Donc je m'appelle Tom Conan, je fais de la musique principalement, des livres parfois, et j'ai une marque de vêtements éponyme comme on dit, c'est-à-dire qu'elle porte le même nom que mon blaze. Voilà, donc j'essaye en gros d'être artiste, hein. Voilà, en tout cas c'est ce que je fais. Le pitch. Donc effectivement on m'a dit de préparer ça. Donc c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Oscar Bellefeuille, qui est un jeune designer de vêtements, qui vit dans le deuxième arrondissement de Paris, qui est un bourgeois, qui s'est embourgeoisé d'ailleurs assez rapidement. Il était d'un milieu plutôt populaire. Euh, et donc il a monté une marque de vêtements et en quelques années, en 2-3 ans, il est devenu voilà, une personne assez importante du milieu. Il fréquente le showbiz, il a un grand appartement dans Paris et voilà, il vit confortablement. Il a réussi sa vie, il a même pas 25 ans et voilà, il est déjà en, en situation de pouvoir profiter sans forcément, disons, trop se crever à la tâche. Et cet Oscar Bellefeuille, en fait, dès le début du bouquin, il est pris de pulsions. Un peu absurdes, qui vont se manifester dans des espaces publics à des moments un peu étranges. Et en fait, parce qu'il est pas bien, en fait. C'est un peu un transfuge de classe, il est sorti de sa classe sociale d'origine, et il se sent pas très bien dans cette nouvelle situation. Évidemment, c'est très confortable, c'est très agréable, mais voilà, il se sent un peu comme un traître à sa classe d'origine, il se sent un peu coupable, il se sent pas vraiment bien. Et donc en fait, il va essayer de retrouver de manière complètement absurde, à rebours, son ancienne marginalité. Un peu par nostalgie, un peu voilà, pour retrouver finalement justement, pour renouer avec sa catégorie d'origine qu'il a quand même beaucoup oublié, voilà, dans ce milieu finalement assez homogène de gens éduqués, ou en tout cas assez favorisés et parisiens, donc vraiment qui représentent quand même une classe assez très limitée de la population. Et, euh, et voilà, et il va, sans trop spoiler sur le reste, chercher un petit peu un sens à son existence, retrouver en tout cas un sens qu'il n'a pas forcément en tête désormais. Il est beaucoup plus obsédé par les ventes, voilà, par la performance de son entreprise, et il va essayer de se tourner vers les autres, trouver voilà, un nouvel engagement pour donner un nouveau souffle à son existence qui lui paraît finalement assez égoïste et finalement assez ennuyeuse. Alors, je pense que tu dois savoir enfin le précédent livre qui s'appelait Le Camp, qui était inspiré de mon expérience d'étudiant à HEC, expérience traumatisante, était aussi une satire. Déjà à l'époque, j'avais voulu utiliser ce registre-là, bah, déjà pour éviter les aspects diffamatoires, donc les risques juridiques, etc. Mais aussi parce que finalement, ça te donne beaucoup plus de liberté. Parce que dans la satire, tu dois souligner les aspects, tu dois pas seulement traiter les problèmes, tu dois vraiment un peu les exagérer avec humour si possible, pour pouvoir voilà, en faire quelque chose d'un peu absurde, d'un peu burlesque et d'un peu grotesque, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu mêles de la politique à ça, finalement, ta critique, elle est vachement plus acerbe, puisque par définition, quand tu vas souligner des trucs, tu veux pas être, t'es pas spécialement dans la véracité des faits. Le but n'est pas de traiter les problèmes exactement tels qu'ils existent avec des chiffres, etc. Genre sur le mode de l'essai, du document, etc. comme certains font. Là, tu t'es totalement libre. Si tu veux faire en sorte que tel personnage soit encore plus ridicule qu'il l'est dans la réalité, bah, tu peux tout à fait le faire si ça sert un petit peu ta thèse d'une certaine façon. Et donc en l'occurrence, bah, dans le précédent livre, c'était plutôt sur l'endoctrinement dans les écoles de commerce et la manière, disons, d'en sortir et surtout le fait que tu peux devenir fou dans un environnement pareil. Donc là, En Marge, j'ai voulu un peu reprendre le concept, hein, c'est-à-dire voilà, exacerber le trait et en fait du coup voilà, avoir une critique qui soit la plus brutale possible sans avoir le risque qu'on me retoque ou qu'on me fasse un procès là-dessus, ce qui n'est jamais à exclure. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que j'utilise ce registre-là. Ça permet de traiter, disons, des sujets un peu sérieux avec un ton léger, parce que je pense que la littérature chiante, c'est pas fait pour moi. Moi, voilà, je maintiens qu'il faut que ça reste un divertissement, ça doit rester un truc aussi agréable qu'un livre, qu'un film, qu'une musique ou que quoi que ce soit de ce genre-là. Voilà. Je pense qu'au fond, finalement,
Il n'y a pas vraiment une thèse, j'aime pas les livres à thèse, je veux dire, je pense qu'on, entre guillemets, on doit se la faire soi-même, sa propre opinion. Néanmoins, oui, il y a une analyse, et cette analyse, je pensais pas que c'était aussi clair que ça, mais j'en ai parlé pas très longtemps avec une copine à un moment donné, et elle m'a dit finalement, t'es obsédé par un thème, t'es obsédé par la lâcheté. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que en réalité, le personnage d'Oscar Bellefeuille, c'est pas juste un designer qui a réussi, etc. et qui tout d'un coup est un peu nostalgique de sa classe sociale d'origine. C'est vraiment un type qui incarne, je pense, parfaitement les classes bourgeoises d'aujourd'hui, dont je suis devenu. Tu peux prendre un mec comme, je sais pas, Mark Zuckerberg aujourd'hui. Bon, c'est évidemment l'hyperclasse, là c'est des cas vraiment exagérés, mais le président de Facebook, non, mais je veux dire qu'à la fois cool, démocrate, on imagine plutôt de gauche, voilà, plutôt j'imagine gay-friendly, pour les droits des minorités, plutôt féministe, etc. Donc il est pas du tout, c'est pas le réac à l'ancienne, etc. Pour autant, bah bien, c'est la bourgeoisie la plus obscène, etc. Et donc sans prendre des cas forcément aussi exagérés, bah, c'est finalement un phénomène assez courant dans les catégories d'aujourd'hui, dans cette bourgeoisie montante, urbaine, encore une fois, voilà, je pense que c'est quelque chose que tu dois percevoir toi aussi, mais c'est dans certains milieux qu'on peut percevoir ça. Des gens qui ont fait plutôt des écoles, des grandes écoles, ou qui sont dans certains types de métiers, etc. Et en fait, genre dans le 11e arrondissement de Paris, par exemple, hein, il y en a une catégorie par ici qui est assez nombreuse, mais voilà, je m'inclus complètement là-dedans, donc on n'est pas dans de la leçon, enfin, du donneur de leçons, enfin, j'espère pas. Mais en fait, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est finalement des gens qui vont à la fois vous dire qui sont de gauche, qui votent PS, France Insoumise, etc., qui sont évidemment voilà, gay-friendly, pour le mariage gay, pour les droits des femmes, pour les droits des immigrés, pour les migrants, pour tout ce que tu veux, et c'est très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui par ailleurs peuvent avoir, systématiquement, mais quand même très souvent, une immense condescendance, un mépris absolument incroyable pour les classes populaires. Les sans-dents, comme l'appelait l'ancien président Hollande, qu'on est très content de ne plus revoir, parce que c'est rien que pour ça, enfin, c'était absolument odieux d'employer un tel propos, je trouve, pour désigner des millions de gens quand même. Et en fait, effectivement, voilà, c'est des gens peu reluisants, qui parfois voilà, votent pour les extrêmes, c'est des gens qui ont voté pour le Brexit, qui ont voté pour Trump, etc. Donc c'est sûr que bon voilà, c'est pas des gens avec qui tu as envie de passer tes vacances. Néanmoins, mépriser une aussi grande partie de la population, même si elle n'est pas forcément majoritaire, mais c'est quand même des millions ou des dizaines de millions de personnes, c'est absolument invraisemblable. Et en fait, ce mépris de classe, ce racisme social, parce que c'est quand même un peu ce qui se passe, même s'il faut mettre des guillemets autour de ce terme-là, voilà, il est très présent dans cette bourgeoisie montante, et qui finalement se contente finalement d'une posture de gauche un peu minimaliste. Voilà, on est pour tel droit, on est pour le mariage de gay, on est pour tout ça, mais par contre, voilà, on garde le système tel qu'il est, disons un peu néolibéral, sans forcément voilà, dire que c'est le système le plus horrible du monde, mais voilà, c'est quand même un système très fortement créateur d'injustice, d'inégalité, etc. Et voilà, on s'en contente, et on a une vision, voilà, vraiment à minima de la gauche, disons, en tout cas de la défense de la justice ou de ce que tu veux. Et en fait, ça me semble juste scandaleux. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu te prétends de gauche, tu te prétends contre les injustices, tu peux pas être uniquement sur un terrain. Il faut que tu sois absolument sur les deux terrains. C'est complètement disqualifiant d'oublier une immense partie du problème. Tout n'est pas une question de droit et voilà, de protection des droits, etc., ou d'extension des droits. Voilà. Comme on dit parfois. Donc c'est vraiment le seul thème central, le thème de la lâcheté ou de la mauvaise foi, du cynisme, hein, tous ces termes, enfin, de ce point de vue-là, sont un peu des équivalents dans ce que j'essaye de dire. Voilà, donc s'il y a une thèse, c'est celle-là, et je pense être aux premières loges pour comprendre ce problème-là. Je pense vraiment c'est quelque chose qui me traverse moi-même, hein, et c'est pas seulement évidemment une manière de critiquer les autres. Alors je sais pas si je parle vraiment du sexe dans tout ce que je fais, mais effectivement c'est un thème important. Enfin, dans Le Camp par exemple, il y avait beaucoup dans le précédent livre, de scènes pornographiques, pas seulement érotiques, mais vraiment pornographiques, donc il y avait des orgies, il y avait beaucoup de scènes homosexuelles, très explicites, très détaillées, je regrette pas une seconde d'ailleurs, hein, les gens peuvent se reporter si ça les intéresse. Et en réalité, je pense que le sexe c'est un élément central, en tout cas pour un garçon de ma génération, enfin même pour un garçon tout court, je pense, pour un homme. Euh, c'est un élément central, et je pense même que ça va aller que ça se reproduit, si tu veux, plutôt dans d'autres domaines.
comment fonctionne le sexe? Il y a un désir sexuel, après il y a une frustration si on n'est pas immédiatement en situation de pouvoir l'assouvir, et après une fois que le désir a été assouvi précisément, bah finalement on jette un peu la personne, on jette le plan cul, voilà, on se casse, finalement, puis on repart après quelques heures plus tard sur un autre désir. Et ça fonctionne un peu sur le même principe que l'argent. L'argent, tu te galères comme pas possible pour avoir de l'argent, après t'es frustré parce que t'en as pas assez, et quand tu l'as enfin pour acheter un Switch suprême, une bagnole, ou partir en vacances aux Antilles, ce que tu veux, bah finalement, ouais, bon, t'es pas si content que ça, hein. Ou un iPhone, pareil, bah voilà, finalement une fois que tu l'as, bon, c'est juste qu'un téléphone. Bah, c'est à peu près la même chose pour voilà, plein d'autres domaines, et je pense que ça fonctionne un peu de manière en miroir, si tu veux, ou un peu de la même manière, sur le même mode que le sexe, que le désir sexuel. Ce qui veut pas dire qu'il faut en parler que uniquement sur l'aspect positif, hein, ça peut être l'aspect négatif des choses, hein, qui est un élément central. Ça c'est le premier point, voilà, je pense que c'est un truc qui est obsédant dans la psychologie du garçon, de l'homme en tout cas, au quotidien, et peut-être de la femme aussi, mais j'ai moins de prédisposition pour savoir. Et le deuxième point, c'est qu'en réalité c'est un thème qui est important donc, mais ensuite dont on parle finalement jamais. On n'en parle pas avec ses potes parce que c'est un truc un peu gênant, et puis finalement c'est surtout sur le mode de la joke, et en 2 minutes on passe à autre chose. Avec sa famille on n'en parle pas, très rarement, enfin moi j'en parlais très peu avec ma famille, et donc finalement, bah voilà, tu te retrouves un peu tout seul dans la construction de ton identité sexuelle, et après voilà, dans l'évolution de tes désirs, et voilà, qui après ne cesse pas, hein, une fois que tu as construit ton identité, à supposer que tu l'aies construite un jour, t'en es terminé, et donc voilà, c'est, je pense, en littérature, le seul domaine où tu peux vraiment en parler directement, sans le voile, si tu veux, que tu peux avoir dans un film, avec vraiment voilà, la musique, la mise en scène, tous les personnages, le jeu d'acteur, et ça. Là c'est un truc brut, c'est vraiment des mots qui te viennent à la gueule, et qui te disent quelque chose, et qui parfois, bah, si c'est bien fait, te parlent. C'est un peu ce que j'essaie de faire, donc c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup, un peu traumatisé, qui me construit toujours beaucoup, voilà, qui m'influence toujours énormément, c'est cette question-là. Et je pense que je suis pas le seul, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, et je pense qu'en parler, ce n'est que bien, parce qu'encore une fois, voilà, il n'y a pas d'autres endroits vraiment où on peut le faire, avec en tout cas autant de proximité, autant on pourrait dire, d'instantanéité dans la compréhension du problème. Je sais pas si vraiment le livre est un appel à la révolte. Je pense que tu penses plus au trailer, là pour le coup, avec Frédéric Lordon, qui intervient en effet, et qui dit voilà, on veut le mouvement de masse, donc c'est parfaitement assumé, hein, ça illustre, à mon avis, parfaitement le thème du livre, avec la vie d'Oscar Bellefeuille et sa quête de sens. Néanmoins, je crois pas que je sois pour une révolution, tu vois, un peu brutale, avec un lendemain qui chante, etc. Je pense même que les exemples qu'on a eu dans le passé sont plutôt terrifiants, donc on n'a pas forcément envie de revenir à un truc en mode Robespierre, etc. Néanmoins, je suis beaucoup plus, et ça c'est quelque chose que tu peux faire beaucoup plus facilement, ça c'est beaucoup plus moderne il me semble, les actions clandestines. Finalement aujourd'hui, tu as besoin de quoi? D'un groupe Facebook ou d'un groupe WhatsApp, tu réunis 10-15 personnes sur une même cause, et tu peux faire quelque chose pour défendre le véganisme, je sais pas, une vision de l'économie particulière, militer pour les droits des migrants, ce que tu veux. T'as pas besoin de grand chose. Alors évidemment, ça peut pas forcément être repris par les grands médias, mais parfois ça peut l'être, et surtout bah, ça peut être le début de quelque chose. Moi je parle toujours du principe que si t'es pas capable de convaincre 10-15 personnes autour de toi sur un thème, bah, tu seras pas capable de convaincre l'humanité. Et donc aujourd'hui finalement t'as plein de manières de faire, et à mon avis la pire façon, c'est de faire la politique dans les partis. Dire les gens là-bas, on a bien vu, ils pensent plus, enfin je veux dire c'est terrifiant, c'est la pire des choses qui pourrait m'arriver, et qui pourrait arriver à plein de gens, je pense, devenir ministre. Vraiment le truc absolument déprimant, ou après même les présidents qui sont élus sur un programme ambitieux, je veux dire 3 mois après ils ont déjà abandonné les 3 quarts, et puis après il faut attendre 5 ans pour rebelote avoir peut-être une loi, ou le bout d'une loi sur un thème, donc je veux dire c'est insupportable. Je crois beaucoup plus à l'action sociale, à l'action militante, aux mouvements sociaux en général, à travers les réseaux beaucoup, et à travers même d'autres manières, et je pense parfois même par exemple les pétitions, les gens qui lancent des pétitions sur plein de sujets, à la suite d'émissions de télévision, ou même voilà, tout simplement après des lanceurs d'alerte qui ont alerté sur quelque chose. Voilà, ça je crois beaucoup à ça. Les actions clandestines sur le mode un peu de Fight Club, ce genre de choses, pas forcément sur le mode illégal, hein, mais en tout cas des actions clandestines qui n'ont pas besoin d'une asso, qui n'ont pas besoin
d'un parti politique pour pouvoir les accompagner. Donc voilà, s'il y a quelque chose à faire sur le plan politique et sur le plan de la révolte, c'est ça. Et en plus, ça peut s'adapter à peu près tous les thèmes, donc voilà, on a l'embarras du choix. Effectivement, sujet absolument passionnant. Caleçon, enfin, je veux dire, qui porte des slips encore en 2018? Enfin, pour le coup, s'il y avait un décret à prendre dans l'urgence par ordonnance ou je ne sais quoi, ça serait vraiment l'interdiction du slip. Ouais, je pense que on est tous traumatisés des épisodes à la piscine quand on était en primaire, on était obligé de se mettre en slip et ressembler à des gens encore plus laids qu'on l'était déjà à l'époque avec le début des boutons et tout ça. Enfin, ça c'est un peu après, c'est au collège. Oui, non, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, qui porte des slips encore? Enfin, je veux dire, je comprends même pas le concept. Alors après, moi, je porte pas des caleçons au sens strict, je porte des boxers de couleur, notamment l'été. Je trouve que c'est vraiment très sympa, même si ça fait très lopette comme on dit, mais ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc caleçons évidemment et boxers plus précisément. Je pense que c'est le cas quand même la plupart des mecs aujourd'hui. Enfin, c'est quand même un peu la norme, non? Qu'est-ce que tu portes toi? Ça vient d'Ardisson, ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai jamais compris cette question. Est-ce que c'est se faire sucer ou est-ce que c'est sucer quelqu'un d'autre? Parce que autant se faire sucer, parfois c'est pas forcément de ta faute. Hein. Tu peux être dans un cinéma et puis quelqu'un, voilà, très séduit par toi et puis vient te faire une petite gâterie. Donc là, éventuellement, on peut dire que c'est pas de ta faute, tu te laisses faire. En revanche, c'est sucer quelqu'un d'autre. Oui, là, effectivement, c'est quand même un niveau d'engagement quand même suffisamment important pour considérer que c'est de l'infidélité, il me semble. Ouais. Donc voilà, ce serait ma manière d'y répondre. Alors c'est marrant parce que j'aime parler de ce truc-là il y a pas très longtemps parce qu'il y avait des sondages, j'adore faire l'espèce de sondages, tu sais, des tests pour savoir si tu préfères les chats, les chiens, telle couleur plutôt qu'une autre, la ville ou la campagne. Et donc là en l'occurrence j'ai fait un test hein, là-dessus, donc je suis très chat. Et ce qui est marrant c'est qu'avant j'étais très chien. Quand j'étais plus petit, je pense que le cas de plein de gens en fait, au début quand t'es môme, quoi, je sais pas, quand t'as 5 ans ou 10 ans, tu considères que bah, voilà, les chiens c'est gentil et les chats c'est méchant. Parce que quand tu t'en approches, bah, généralement ils donnent un coup de patte, genre ils font le dos rond. Alors que t'as rien fait, ils te griffent en permanence, enfin c'est quand même vraiment des sales bêtes les chats, faut quand même être au camp. C'est des personnages extrêmement agressifs, et les chiens à côté ils te donnent la patte, même si tu leur tapes dessus ils sont contents, enfin en tout cas si tu les as apprivoisés. Donc a priori c'était ça. Et il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'en réalité, bah, les chiens c'était effectivement gentil, mais c'était quand même un peu con. Parce que justement ça remue la queue, enfin ça comprend pas en fait quand t'es énervé et quand le chien t'énerve, bah, en fait il voit pas le problème, il continue à te sourire d'une certaine façon. Alors que le chat lui, c'est pas vraiment qu'il va comprendre ton comportement, mais c'est plutôt qu'il s'en bat les couilles. Il est complètement... Donc limite tu rentres chez toi, bah, le chat limite il te dit même pas bonjour, il est en train de discuter avec un de ses potes sur un toit, ou il est en train de bouffer, et puis limite ça le saoule un peu que tu viennes, que tu rentres. C'était beaucoup plus en fait chez lui que toi-même chez toi. Et il y a pas très longtemps, je me baladais un soir assez tard, j'aime bien me balader la nuit, et là je croise genre au détour d'une rue, genre 6-7 chats, mais au moins, certains sur des murets, d'autres sur une poubelle, etc., qui étaient genre vraiment agroupés, et limite, mais ils sont en train de discuter, tu vois, sur le mode de la conversation, et je les dérangeais, hein, clairement, donc, genre ils m'ont regardé passer, sur un mode qu'est-ce que tu fous là, casse-toi. Je suis passé entre eux et puis genre je me suis barré, mais j'étais limite gêné. J'étais limite comme si c'était un groupe de personnes et que tu te déranges devant à une soirée et que genre ça te saoule de passer devant eux, etc. Bah là c'est à peu près la même chose. Donc en réalité, certes les chats sont assez méchants, mais ils me paraissent vachement plus smart. Staline, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Bah, déjà sa moustache est quand même vachement plus cool. Et au-delà de ça, en fait, je comprends pas trop le délire consistant à mettre les deux sur le même plan. Alors je sais que c'est Hannah Arendt, je crois, qui avait fait cette comparaison des totalitarismes. Certes, il y a eu autant de morts, peut-être même plus avec le communisme, mais c'est quand même pas exactement la même chose de mourir dans un goulag à faire du travail forcé, ou de, je dis pas que c'est cool évidemment, mais ou de mourir de faim parce que le régime est pas capable de produire assez de richesses, etc., que de se faire prendre en pleine nuit par des SS et de s'emmener dans une chambre à gaz avec toute sa famille. Enfin, en plus pour des raisons qui viennent que à l'origine, etc., raciale ou ethnique, etc. Enfin, il me semble quand même que le motif est quand même vachement plus brutal. Alors après, la mort c'est la mort, on est bien d'accord, hein. Mourir de faim, c'est peut-être pas forcément plus cool que mourir dans un four crématoire. Enfin, bon, quand même, je pense quand même que je préférerais mourir de faim. Enfin, bon, tu m'iras, pourvu que ça n'arrive pas à qui que ce soit d'autre, mais
Non mais oui, clairement, enfin je pense que c'est intuitif. On peut pas les mettre sur le même plan, enfin quand même. Je dis pas que l'idée communiste était forcément géniale, etc. Mais voilà, enfin le nazisme, ça reste quand même dans l'échelle de la barbarie, je pense qu'on peut pas faire mieux, hein. Alors c'est quelle partie, au pluriel ou au singulier? Au singulier. Parce qu'il y a pas mal de trucs. Si tu me donnais 100 000 balles pour faire la chirurgie esthétique, je te jure qu'il y aurait du taf. Euh, J'irais mes oreilles. Alors je déteste les oreilles en général, mais t'as des gens qui ont des belles oreilles. Ma soeur a des belles oreilles par exemple. Je déteste mes oreilles. C'est pas qu'elles sont grosses spécialement, elles sont pas décollées, mais je trouve que la forme à l'intérieur de l'oreille, elle est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est vraiment le concept d'oreille en fait a été hyper mal fait. Il y a des trucs qui sont bien faits quand même dans le corps humain, hein. Dire les yeux, les cheveux, les mains, ça peut être assez beau, mais les oreilles. C'est horrible, pourquoi il aurait pas juste fait un trou par exemple? Enfin tu vois, genre de la peau et puis un trou, pourquoi il a fait tout un labyrinthe? Enfin j'ai jamais compris ce concept. Donc les oreilles. Donc là, juste une décision. Je vais pas faire le coup du mec avec, tu sais, la décision débile où genre t'interdis, je sais pas, tu fais une action exterminatrice contre les rats ou les insectes parce que c'est pas bien. Non, je pense qu'il faudrait immédiatement faire un truc hyper politique. C'est-à-dire, par exemple, si tu reprends le truc de Frédéric Lordon, tu sais, le philosophe là, donc, qu'on fait intervenir dans le trailer sur le livre En Marge, lui il est pour fermer la bourse. Donc là oui, les placements financiers, etc. Donc la finance de marché, j'imagine. Exclusivement, pas genre, pas interdire les banques, mais interdire la bourse. Et en fait, c'est pas une idée inintéressante. Alors au début, c'est paraît complètement débile, mais en réalité, ce qu'il explique, c'est que avec d'autres gens, c'est que en dehors des gens qui travaillent dans la finance, évidemment, parce qu'eux, ils ont intérêt à travailler là-dedans, j'imagine, en termes d'emploi, etc. Mais tous les autres, en fait, l'économie finalement n'en tire pas forcément beaucoup de bénéfices. Et surtout, s'il y a des bénéfices, il y a des pertes de dingue tous les 5 ou 10 ans avec des crises en permanence, donc on met 20 ans à se remettre, parce qu'à la rigueur, les Américains, ils mettent 5 ans à s'en remettre parce que à coup de gaz de schiste, etc. Mais nous, ça fait 10 ans et on est toujours parmi, on a toujours une croissance de PD. Donc voilà, c'est juste. Voilà, c'est une question envisagée, je pense sérieusement. Je suis pas certain qu'on aurait forcément des effets très négatifs, outre les emplois évidemment qu'on perdrait dans le domaine. Mais voilà, c'est pas que un truc provoque, à mon avis, il y a des vrais arguments derrière. De ce que j'ai entendu, ça pourrait être une piste envisagée. Je pense pas forcément, comme beaucoup le disent finalement, dans le milieu un peu dissident, de gauche, de droite, etc., que les médias soient des choses horribles. C'est pas forcément le sujet, je pense juste que les médias, c'est un truc terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de médias, justement, d'intermédiaires. On va chercher la source d'information directement. La dépêche de l'AFP, ou même carrément, moi ce que je pense le plus intéressant, c'est d'aller voir directement les mecs qui sont compétents. Je sais pas, en écologie, bah, tu vas voir Émeric Caron, en économie un peu de gauche, émancipatrice, tu vas voir je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, sur les fraudes fiscales, tu vas voir Elise Lucet, le compte Twitter directement, tu vois, t'as pas besoin de voir d'autres gens. Sur l'économie, la philo, j'en sais rien, tu vas voir Frédéric Lordon. Leur compte Twitter, enfin il n'a pas de compte Twitter, mais bon, il y a un compte qui relie les trucs dans son blog sur le monde diplomatique, donc ça revient au même. Ou une lanceuse d'alerte X, tu vois, sur un sujet, les Panama Papers ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus intéressant finalement. Moi j'en ai plus rien à foutre et les agents, les agents, les gens de ma génération, je sais que c'est la même chose, de la vie d'un éditorialiste, d'un journaliste, même s'il peut être tout à fait pertinent, etc. Mais on s'en fiche, quoi. Je veux dire, on n'a plus besoin de cet intermédiaire-là, on n'est pas complètement abruti, on a largement assez de sources pour aller voir directement. Alors, donc de temps en temps, ça peut être bien pour se rafraîchir la mémoire, de regarder quelques notifications qui arrivent sur le téléphone, mais au-delà de ça, voilà, on va directement voir les analyses des gens qui nous intéressent et qui correspondent bah, voilà, à ce qui nous semble être la bonne approche. Parce que finalement, une fois que tu as entendu, je te dis, Mélenchon, pas Mélenchon justement, mais tel journaliste de BFM, de CNews, de ce que tu veux, voilà, sur un éditorialiste sur tel sujet, tu l'as entendu 2 fois, tu l'as entendu 20 fois. Enfin, c'est bon, c'est-à-dire que t'as pas besoin de l'entendre systématiquement, tu sais très bien ce qu'il va dire, s'il est plutôt de droite, de gauche, pour l'État, contre l'État, pour les immigrés, contre, etc. Donc voilà, c'est à mon avis inutile et c'est à mon avis un grand progrès. Donc les médias, à mon avis, vont juste mourir parce que ils s'adresseront à des gens de plus en plus limités. On garde encore des émissions télé, effectivement, qui sont en replay, qui sont postées sur les réseaux, mais c'est des extraits, et je pense que même ça va disparaître à terme.
Donc voilà, faut pas leur jeter la pierre, c'est pas de leur faute, mais c'est vrai que fondamentalement, à mon avis, c'est quelque chose voilà, qui va soit disparaître, soit complètement évoluer vers un sens beaucoup plus participatif, à mon avis, où bon, c'est déjà un peu le cas, Mediapart par exemple, effectivement, c'est un bon exemple, où là, du coup, tu peux participer plus directement, faire intervenir librement les lecteurs, et là, qui peuvent proposer des sujets, voire même eux-mêmes écrire des blogs, etc. Donc oui, là, effectivement, c'est une évolution intéressante. Ça y est, j'y suis arrivé. J'ai enfin tout ce que je voulais. Un boulot, de l'argent, un appart, un groupe de potes, des plans cul, même le luxe de pouvoir faire des grasses mat 3 fois par semaine. Et pourtant, je me fais chier. Je me fais terriblement chier. On me dit que c'est un problème de riches, qu'il y a des millions de personnes qui aimeraient avoir ma vie, celle d'entrepreneurs artistes, de créateurs capitalistes, de bobos à succès. Mais il n'y a rien à faire, je ne saurais trop comment l'expliquer. Peut-être est-ce la monotonie qui s'est, sans même que je me rende compte, progressivement installée dans mon quotidien pourtant survolté. Peut-être est-ce l'absence de peur, de doute radical sur la question essentielle de la survie, que j'ai résolu presque malgré moi, au fil des droits d'auteur et des rémunérations diverses qui se sont accumulées chaque mois sur mon compte en banque. Je ne suis pas riche, mais je suis sorti de la sinistre catégorie qu'on appelle classe moyenne, cette masse déprimante dans laquelle la majeure partie de mes compatriotes sont enfermés, et encore lorsqu'ils sont chanceux. Me voilà donc à 22 ans, en situation de petit bourgeois installé dans le cœur du cœur de la France, le 2e arrondissement de Paris. La rue Sainte-Anne pour être exact. Mon quotidien se passe d'ailleurs pour l'essentiel au sein de cet espace très limité qui va en gros de la rue de Richelieu à la place de Clichy, rempart que je ne dépasse jamais. Tel Fabrice Lucchini dans La Discrète, je vis à Paris comme dans un village, totalement protégé du vacarme de la banlieue que j'ai trop longtemps côtoyé. En bon égoïste, je m'occupe de ma petite personne. Je fais attention à ma ligne, je suis inscrit à une salle de sport qui me coûte une fortune, et je mange 8 ou 9 fois par semaine au restaurant. Même ma mère en a honte, tant son enfance de Cosette dans un HLM du 93 l'a modelée dans une vie humble et économe que l'argent ne saurait jamais corrompre. Moi je m'en fous. J'ai beau avoir lu Zola, Bourdieu et Édouard Louis, je me sens pas coupable de payer mon gin tonic 13 € au Buckingham, rue Saint-Augustin. J'ai presque l'impression de l'avoir mérité. Mais tout cela ne me suffit pas. Je sens que ce rapide embourgeoisement a peu de prise sur moi. J'en prélève tous les avantages, mais sans grande conviction. Plus pour ressembler aux autres que par pure adhésion. La preuve, c'est que je ne ressens pas de réel plaisir à tout ça. Le confort est devenu un élément de mon quotidien. Un luxe banal et par conséquent ennuyeux. J'ai longtemps pensé que la vie d'artiste serait une excitation de tous les instants, mais j'avais tort. Tout compte fait, mon quotidien n'est pas si éloigné de celui d'un cadre supérieur ou d'un avocat chevronné. Je prends de la coke, je pars à New York comme je change de polo et je vote centre-gauche. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire du consulting pour des boîtes du CAC, j'écris des chansons et je crée des vêtements, tandis que mes amis sont plutôt rappeurs que comptables. C'est finalement un détail quand on habite les mêmes quartiers, qu'on utilise les mêmes niches fiscales et qu'on se retrouve sur les mêmes rooftops après avoir claqué 500 balles dans des bouteilles d'absolute dont on a laissé les 3/4. Qu'on se le dise, les artistes et autres intellectuels plus ou moins accomplis sont une grande fumisterie, avec leurs discours moralisateurs et leur suffisance de citoyens engagés. Quand on passe ses soirées à gloser à la closerie entre pseudo-lettrés uniformisés, c'est qu'on a raté sa vie, ou qu'on s'y attelle férocement. Je préfère encore mes vieux amis d'enfance, devenus agents immobiliers ou contrôleurs de gestion stagiaires. Ils doivent bien se faire chier les pauvres, mais au moins, ils sont d'une quelque utilité à la machine sociale. Les autres ne peuvent pas en dire autant. Je sens qu'il me faut du nouveau. De toute façon, je ne les supporte plus, ces gens. Et comme je suis devenu comme eux, c'est moi que je ne supporte plus. J'en suis presque arrivé à tolérer la politique de Macron. C'est vous dire à quel point mon indépendance d'artiste en a pris un coup. C'est drôle comme le conformisme vous saisit, vous enveloppe en un clin d'œil, sans que vous ayez eu le temps de retirer votre poster du Tché sur le mur de votre chambre. Un peu d'argent, suffisamment pour louer un 2 pièces en plein Paris, des vacances dans la ville de la Corse qu'un pote plein de thunes vous a prêté, et hop, vous êtes un nouvel homme. Alors bien sûr, vous pouvez continuer à voter PS ou France Insoumise, mais le bulletin n'aura plus la même odeur, il sentira très fort la mauvaise foi, car un vrai bourgeois est nécessairement ravi de l'ordre établi, sinon il ne le serait jamais devenu. On peut toujours gueuler sur la façon en effet ignoble dont on traite les migrants, sauf lorsqu'ils escaladent des immeubles, ou sur la baisse des APL, mais le vrai indigné, il ne se contente pas de parler des dominés, il vit avec eux, comme eux, parmi eux. La sécession territoriale de la caste culturo-branchée est déjà un signe de lâcheté. Je sais de quoi je parle, j'en suis l'odieuse illustration. Nous sommes le 28 mai 2018 et pour cet été, j'avais prévu de louer une grande baraque dans le sud, sur la côte varoise, à 5 000 € la semaine. Mais ce matin, en buvant ma tasse de café mocha au Starbucks du boulevard des Capucines, j'ai envie d'autre chose, de faire un pas de côté, de bifurquer un instant pour retrouver mon ancienne marginalité. Je m'appelle Oscar Bellefeuille et je ne veux plus de cette vie-là.